L'objectif de ce nouveau tuto est de voir comment définir des fonctions en Python. Reprenons notre support de cours. Donc, pour définir une fonction, il va vous falloir utiliser le mot-clé def. Def pour define. Ensuite, vous y mettrez le nom de votre fonction. À ce niveau-là, vous avez toute liberté. Vous choisissez le nom que vous souhaitez, tant que ce nom n'est pas un mot-clé du langage ou un nom de fonction déjà existante. Ensuite, entre parenthèses, vous retrouverez les noms des paramètres que la fonction accepte, ainsi qu'un caractère de point. À partir de là, tout ce qui suit devra être en retrait et constituera le corps de la fonction. Bon, ici, nous avons un exemple un petit peu simple. Nous allons chercher à en mettre en œuvre quelques-unes un petit peu plus subtiles. Donc regardez, je vais créer donc un nouveau module de code. Nous allons l'appeler myFunctions. C'est un module de code vierge. Donc toujours pareil, le shebang. Parfait. Et donc nous allons commencer nos premières définitions. Donc allez, la première fonction que nous allons faire, c'est une fonction de calcul de puissance. Alors je vous l'accorde, on a déjà un opérateur en Python, c'est l'opérateur étoile étoile, qui permet de réaliser la puissance. Mais bon, histoire de s'entraîner, nous allons définir notre propre fonction power. Elle acceptera une première valeur, ainsi que la puissance à laquelle nous allons vouloir élever la valeur. Allez, voilà, pour ne pas rentrer en conflit avec le nom de la fonction, je vais travailler comme ça. Et donc, pour rappel, si power est égal à 0, quelle que soit la valeur, le résultat de notre fonction devra être 1. 2 puissance 0, ça fait 1. 3 puissance 0, ça fait 1. Comme le return permet de sortir définitivement de la fonction, je n'ai pas besoin forcément de remettre un elif, bien que je puisse le faire, mais je peux aussi enchaîner directement un autre test. Et donc, si notre puissance c'est 1, nous retournons la valeur à proprement parler. Enfin, nous allons utiliser une variable temp, pourquoi pas. Elle sera égale à value. Et tant que power sera différent de 1, nous allons dire que temp est égal à temp fois value. Bien entendu, pour réduire le nombre de tours, à chaque fois, power sera égal à power moins 1. Quand nous aurons terminé d'exécuter cette fonction, nous pourrons retourner la valeur temporaire. Voici donc une petite fonction simple que nous venons de définir. Il convient maintenant de tester qu'elle fonctionne bien. Donc nous allons ici faire un print de pow de 2 à la puissance 3. Donc si tout va bien, normalement ça devrait afficher 8. 2 puissance 3, ça fait 8. Impeccable. On peut tester des valeurs précédentes. Donc 2 puissance 2, ça devrait faire 4. Parfait. 2 puissance 1, ça devrait encore une fois faire 2. Et enfin, maintenant, ça devrait faire 1. Donc semblerait-il que notre fonction se comporte correctement. Nous pouvons définir une autre fonction. Restons sur le sujet des maths. Nous pouvons faire une fonction factorielle. Alors pour rappel, une factorielle, ça se note comme ça mathématiquement parlant. Factoriel de 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc partons de cette idée-là. Donc pour faire une factorielle avec une valeur particulière, ce qu'il suffit de faire, c'est que si jamais value est inférieur ou égal à 1, dans ce cas-là, le résultat c'est 1. Dans tous les autres cas, nous allons avoir un accumulateur qui va être égal à value. Allez, je vais partir de 1. Et tant que value
sera supérieur à 1, ben nous ferons accumulateur qui sera égal à accumulateur fois la valeur. Et nous prendrons soin de réduire la valeur d'une unité pour au final retourner notre accumulateur. Donc voici une autre fonction mathématique que nous venons de définir. On va la tester. Normalement, si je fais un print de... Alors là, je vais juste rajouter ici un petit message pour bien rappeler de qui on est en train de tester. Voilà. Et donc ici, nous sommes en train de tester notre factoriel. Et donc notre factoriel renverra... Alors normalement, factoriel de 5, si je ne dis pas de bêtises, c'est 120. On va vérifier ça. Et donc nous avons bien la bonne valeur. Factoriel de 6, normalement, c'est 720. Impeccable, semblerait-il, notre fonction fonctionne correctement. À partir de là, 2-3 petites choses à savoir. Le langage supporte la récursivité. Alors la récursivité, c'est le concept qui permet de définir une fonction qui se rappelle elle-même. Regardez, je reste ici sur ma factorielle. Bah, il y a une autre façon de l'écrire. Alors, je vous l'explique. Ça, c'était la factorielle en mode itératif, avec une boucle. Mais on peut aussi dire que factoriel de 1, bah, c'est 1. Factoriel de 0, c'est 1 aussi. Vous voyez, donc là, je mets tous mes cas. Et enfin, bah, factoriel de n, bah, mathématiquement parlant, la fonction factorielle est récursive. C'est n fois n-1 factoriel. Donc ça, c'est une définition mathématique de la fonction factorielle. Donc on voit bien que la factorielle se rappelle elle-même. Pour calculer factoriel n, je dois savoir calculer factoriel de n-1. Très bien. Bon, ben à partir de là, on est capable de coder ce genre de choses en Python. Regardez, donc je fais une autre fonction pour pas casser la précédente. Hein. Je garde la factorielle itérative. Là, nous allons faire donc une factorielle récursive. Et donc, on va rester sur la même idée de démarrage que là, à savoir si notre valeur est inférieure ou égale à 1, on renvoie 1. Sinon, ben je renvoie value fois factorielle récursive de value moins 1. Ce qu'on voit, c'est que la forme est un petit peu plus compacte. Par contre, on augmente le nombre d'appels de fonctions. Effectivement, comme la fonction se rappelle, bah vous aurez autant d'appels que la valeur que vous aurez mentionnée. Testons néanmoins si tout ça fonctionne correctement. Et donc, je vais faire un appel à factrect, récursive, et donc facrec de 6. Bah, normalement, nous devrions avoir la même valeur qu'avec la factorielle itérative. Vérifions. Impeccable. Nous savons aussi calculer la factorielle en récursif. Alors attention néanmoins, si jamais vous définissez une fonction récursive, il est obligatoire d'avoir un cas terminal. Le cas terminal, c'est ce qui permet d'arrêter la récursivité, sans quoi ça peut vous poser d'énormes problèmes si on n'arrête pas l'appel. Parfait. Donc le langage Python supporte la récursivité. Bon, nous avons ici un petit exemple un petit peu plus complexe, mais en tout cas qui fait fonctionner la récursivité. Effectivement, nous avons ici un quicksort, c'est une fonction quicksort, mais on voit qu'elle se rappelle à ce niveau-là. Alors, cette version-là n'est peut-être pas la plus optimisée qui soit, mais en tout cas, elle a le mérite de fonctionner. Donc, quicksort, bah, ici, on va chercher à trier une liste de valeurs. Regardez, je vais la tester. Bah, pourquoi pas dans... Oui, je vais la tester ici. Donc regardez, on va définir notre fonction quicksort, def qsort. Voilà. Elle prendra quoi? Elle prendra une liste. Parfait. Si la liste est égale à liste vide, dans ce cas-là, il n'y a rien à trier, donc on retourne liste vide. C'est notre cas terminal, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va réduire la taille des sous-listes à trier jusqu'à arriver à des listes vides. Très bien.
À partir de là, le quicksort, normalement, cet algorithme dit qu'on prend une valeur pivot. Cette valeur pivot peut être prise n'importe où dans la collection. Je vais donc déclarer une variable, c'est mon pivot. Et donc dans ma liste, on ne va pas se casser la tête, on va prendre la valeur à la position 0. Et la récursivité intervient ici, donc nous allons retourner quoi? L'appel à quicksort. Et là, regardez, nous utilisons les compréhensions de liste. Donc effectivement, ce que je vais faire ici, c'est que je vais récupérer une sous-liste. Comme la valeur du pivot, nous l'avons déjà considérée, nous allons la reconcaténer ici dans la liste finale. Donc je prends tout ce qui suit de 1 jusqu'à la fin de la collection, donc c'est la sous-collection qui suit, et donc je vais considérer dans cette première liste, grâce à cette compréhension de liste, que les valeurs qui sont inférieures au pivot. Notez qu'ici on fait la même chose pour les valeurs supérieures au pivot. L'anti-slash ici permet de dire que l'instruction se poursuit à la ligne suivante. Donc du coup, j'introduis ma compréhension de liste. Je vais récupérer la valeur x. Pourquoi? Pour toutes les valeurs dans la collection, à partir de la position 1 jusqu'à la fin, mais attention, pour lesquelles la valeur x est inférieure au pivot. À partir de là, on concatène à cette liste une liste qui contiendra uniquement la valeur du pivot, à laquelle on va concaténer tous les éléments supérieurs. Et donc, tout le résultat calculé au niveau de ces trois lignes finit par être retourné. C'est la valeur de retour de qsort. Vérifions. Print. Donc là, je vais remettre un petit préfixe juste pour qu'on voit bien de quoi il s'agit. Et donc, je vais afficher un qsort. Et nous allons ici mettre une liste. Donc 80, 10, 30, 40, 60, 20... 40, 90, 80, voilà, bon, quelques valeurs aléatoires. Vérifions si tout ça fonctionne correctement. Et donc 10, 20, 30, 40, 40, 60, 80, 80, 90. A priori, le tri s'effectue correctement. Parfait. Donc là, nous avons bien une fonction récursive. Et nous avons bien ici le cas terminal. Le cas terminal, c'est quand il ne reste plus que 0 élément dans la collection à trier. Parfait. Donc, notez aussi, il est possible de définir des fonctions qui ont des paramètres par défaut. Donc, imaginons qu'ici, on calcule donc une fraction et on veuille en récupérer sa valeur flottante. Donc, on va faire une division de num par den. Alors, attention, je vous rappelle un point important. En Python 3, même si là nous avons affaire à deux entiers, la division sera flottante. Par contre, si vous utilisez un interpréteur Python 2, n'oubliez pas que par défaut, la division était entière. Et donc, il y avait perte de la partie décimale. Donc, n'oubliez pas ce petit point de détail. Bon, nous sommes en Python 3, donc il ne devrait pas y avoir de souci normalement. Et donc, regardez, cette fonction de calcul de fraction, par défaut, je lui mets aucun paramètre par défaut, pour le moment, en tout cas dans un premier temps. Et donc, je retourne le numérateur divisé par le dénominateur. Si nous revenons ici et que nous testons cette fonction, et je vais la mettre ici, on reste dans les fonctions mathématiques. Donc, print de fraction. Et donc, je vais lui envoyer un appel de fraction de 1 tiers. Bon, 1 divisé par 3, si tout va bien, nous devrions avoir 0,33 et 3,3333. Donc parfait. Maintenant, si j'enlève les paramètres qui sont là, on a un petit souci. C'est que là, a priori, ça n'a pas correctement bien fonctionné. Et donc, il nous dit qu'il nous manque 2 paramètres lors de l'appel de fraction. Effectivement, il fallait passer 2 paramètres, je ne les ai pas passés. Ce que je peux faire, c'est mettre des valeurs par défaut. Dans ce cas-là, je dis que par défaut, num, s'il n'est pas spécifié, ce sera 0, et den, ce sera 1.
N'oubliez pas que dans une fraction, un dénominateur ne peut pas être nul. Petit rappel mathématique. Bon, dans tous les cas, ici, 0 divisé par 1, étant donné que je n'ai pas spécifié, ben, ça fait bien 0. Si jamais je dis 7, ben, dans ce cas-là, le 7 va être affecté au numérateur. Le dénominateur ben, prendra par défaut la valeur 1. Donc 7 divisé par 1, ça devrait faire 7, espérons-le. Parfait. Et puis bien entendu, vous vous en doutez, mais si vous précisez les deux paramètres, là il n'y a plus de souci, et on aura bien la division de 7 par 5 qui va s'effectuer. Très bien. Et enfin, bah, notez un petit point de détail sur ces notions de fonction, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, bah, spécifier ou passer, on va dire les paramètres, mais dans un ordre différent de celui de la définition de la fonction. C'est-à-dire que ici, notre fonction fraction bah, définit bien un paramètre num en premier paramètre et un den en second paramètre. Donc quand j'ai passé mes paramètres ici, bah, ils ont été affectés 7 à num et 5 à den. Regardez, je remets un tiers, ce sera peut-être plus facile pour nos calculs. Mais donc si je fais comme ça, pas de souci, donc c'est 0,33, donc c'est bien mon numérateur qui a reçu la valeur 1. Parfait. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que den bah, va valoir 1 et que num va valoir 3. Dans ce cas-là, je viens d'inverser l'ordre de mes paramètres, si vous voulez, et donc le 1 va passer au dénominateur et le num va passer au et le 3 va passer au numérateur. Regardez, bah, 3 divisé par 1, ça fait bien 3. Donc nous contrôlons l'ordre de passage des paramètres. Enfin, dernier petit point, sachez qu'il est possible de définir ce qu'on appelle des lambda fonctions. Donc une lambda fonction, c'est une fonction, si vous voulez, mais anonyme, qui n'a pas de nom, et qui va pouvoir être embarquée, bah, comme par exemple ici, au niveau de notre retour, return. Bah, nous définissons une lambda. Cette lambda prend un paramètre et renverra, le 2 points ici, c'est la valeur de retour. Là, vous avez l'expression qui va être la valeur de retour de la lambda. Ben, c'est x plus incrément plus loc. Alors là, nous avons un petit souci. C'est que là, loc, c'est a priori une variable locale à notre fonction. Quand nous serons sortis de cette fonction, a priori, nous aurons peut-être perdu les valeurs. Sauf qu'une lambda, il faut savoir qu'elle capture son environnement de définition. C'est-à-dire qu'au moment où la lambda est créée, ben, elle note qu'à ce moment-là, loc valait 4, et que l'incrément valait la valeur passée, donc en l'occurrence ici 3. Donc du coup, quand vous invoquerez votre lambda que vous aurez récupéré en sortie de votre fonction toto, elle s'appelle f ici, mon f, je vais lui passer donc la valeur 5, donc 5 plus 3 plus 4, normalement ça devrait faire 12. Regardez, je vais tester cet exemple de lambda, je vais faire un def qui va faire un generate, on va l'appeler generate lambda. Nous y passerons un paramètre, param, voilà, tout comme l'exemple. Et donc, nous allons faire un return de lambda. Cette lambda prendra un seul et unique paramètre, c'est P2, voilà. Et la valeur de retour, ce sera P2 plus param. Très bien. À partir de là, maintenant, je veux tester cette lambda. Je vais mettre les affichages en première ligne. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, excusez-moi, un temp, allez, un T1, voilà, qui est égal à generate lambda. Et notez que là, je lui passe la valeur 5. Maintenant, je vais faire un T2, qui sera un generate lambda avec la valeur 100. Parfait. Maintenant, je fais un print de lambda avec la valeur entre crochets pour ne pas confondre avec un appel de fonction, pour dire voilà, le contexte c'est 5. Du coup, j'y passe T1 avec la valeur 10. Et donc, normalement, 10 plus 5, ça devrait nous afficher 5. Sauf qu'entre-temps, on l'avait rappelé avec la valeur 100. Il ne faut pas croire que le 100 a changé l'incrément. L'incrément, c'était un paramètre qui était local à la fonction. Donc il n'existait que durant l'exécution de cette fonction. En sortie, le paramètre a été détruit. Lorsque nous rappelons ce generate lambda avec la valeur 100, le paramètre a pris une nouvelle valeur. Mais il se souvient néanmoins du paramètre précédent. Et donc regardez, là j'appelle la deuxième, donc c'est T2
avec la valeur 11. Ben, regardez bien, on relance les affichages. 5 plus 10, ça fait bien 15. Donc il s'est souvenu que lorsque nous avons demandé à créer T1, ben, on avait appelé en passant comme valeur de param la valeur 5. Donc ici, on a fixé ça à 5. À partir de là, tous les appels à T1 se souviendront de cette valeur 5. Par contre, les fonctions T2 qui ont été générées, les lambda fonctions T2, ben, se souviendront que lorsque nous avons utilisé le générate lambda, nous avions fixé param à 100. Donc il va mémoriser 100 et bien entendu on lui ajoutera le paramètre passé en paramètre. 100 plus 11, ben, ça fait bien 111. Bon, ben voilà qui clôt donc ce petit chapitre sur la définition de fonctions en Python. Alors notez bien que dans les exemples qui suivront, dans les tutos qui suivront, nous n'arrêterons plus de définir un certain nombre de fonctions, en espérant que les choses ont été claires. Et donc je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto.